Et, ok. Voilà, donc je l'ai relancé, Merci, monsieur. mais je vous en prie. Donc, je reviens ici. Donc, je disais, donc, notre URL est composée de la première partie ici, qui est le protocole utilisé. La deuxième, donc, suivi toujours de deux points slash slash. Et après, entre le slash slash et le slash suivant ici, vous allez avoir toujours un nom ici. Et ce nom, on appelle ça un nom. Et donc, ce nom de domaine, c'est quelque chose qui va identifier de manière unique le host, ou donc on va dire le site, hein, donc pour être plus général. Et donc, si je lance ici un terminal et je fais un ping, ping, c'est une commande qui permet de vérifier la connectivité à un nœud donné, un serveur, si vous voulez. Et donc ici, si je fais ping, vous allez voir que ici, la résolution va être faite. Et en réalité, le nom que vous avez ici, il correspond à une adresse IP. Et bien sûr, vous pouvez être tenté de dire que si vous copiez ça et vous le mettez ici, vous allez accéder à la même ressource. Donc, si j'essaie, j'ai j'ai modifié le nom et je l'ai remplacé par son adresse. J'essaie, vous voyez ici ce que ça m'a donné. C'est très important, donc on va revenir à ça quand on va voir le protocole HTTP. Vous voyez ici, il n'a pas, c'est pas question qu'il n'a pas reconnu mon adresse ici. J'accède toujours à la porte du serveur avec ça. Mais après, donc, quand il va chercher cette information, et il va pas la trouver parce que pour lui, il a besoin de l'information. C'est-à-dire que quand un message arrive sur le serveur, c'est comme s'il y a un agent de sécurité qui va demander, donc, enfin, qui va lire le message et il va voir quel est le nom qui a été associé à cette adresse pour laisser le message entrer. Et donc, ça, c'est une partie qui est très importante au niveau de, de la communication. Donc, nous allons revenir quand on verra le protocole HTTP. Bonjour. Donc, voilà. Alors, après, la deuxième partie ici, c'est une partie identifiée, donc on va dire, quand vous arrivez sur le site, vous avez un ensemble de pages. Et donc, pour identifier ces différentes pages, eh bien, il faut... Bonjour. Je vais fermer la porte. Alors, donc, je disais, donc, quand vous arrivez sur un site, vous aurez toujours un ensemble de pages. Et ces pages, elles sont identifiées par donc, un chemin ici. Ça peut correspondre exactement à un chemin que vous connaissez au niveau des systèmes de fichiers. Quand vous êtes sur votre browser, ici, vous avez, alors j'accède à n'importe. Donc ici, vous avez un chemin. Et donc la représentation, c'est une représentation qui me permet d'accéder à un fichier donné. Mais donc ça peut être quelque chose de complètement dynamique, donc qui peut être encodé par ce qu'on appelle un alia. Et un alia, donc dont on va avoir une table dans laquelle on va voir ici une chaîne de caractères et qui va correspondre à un chemin donné au niveau physique, au niveau de votre système de fichiers, au niveau du serveur. Donc alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'URL? Donc nous voulons accéder, quand vous accédez à Internet, l'élément fondamental que vous utilisez, c'est le browser. Et donc le browser est un programme, tout simplement, qui va nous permettre d'accéder à des ressources distantes qu'on appelle des sites web. Et donc, ces sites web, ils sont identifiés par une URL, en général, enfin, par un nom de domaine qui nous permet d'arriver à la porte du site. Et après, quand vous êtes à la porte du site, vous pouvez écrire ici, enfin, vous pouvez avoir des informations qui permettent d'identifier de manière unique
toutes les pages qu'il y a au niveau du site. Quand vous accédez comme ça directement, là, on n'a rien mis après le slash ici. Quand vous mettez rien, vous dites ici que vous entrez sur la page par défaut. Et ça, c'est une configuration qu'on fait au niveau du site pour lui dire que quand quelqu'un arrive, il ne dit pas quelle est la page qu'il veut, il faut lui envoyer. C'est une configuration qu'on fait au niveau des serveurs. Et donc, quand on verra les serveurs web, on va comprendre que on va faire donc ce genre de configuration. D'accord? Alors maintenant, donc quand vous accédez à un site, qu'est-ce qu'on voit? Donc en général, le serveur, il va nous envoyer une page. Et c'est quoi une page? Donc alors ici, je suis sur le site de Google. Et avec les browsers, c'est, comme je vous ai dit, c'est des outils vraiment formidables. Là, je clique sur le bouton droit de la souris. Et quand je clique sur Inspecter, je peux voir le code qui est derrière cette page. Alors, le code qui est derrière cette page, donc vous en connaissez certainement. Tout à l'heure, il y en a qui ont parlé donc, programmation, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a trois, donc on va dire trois parties très importantes pour que le browser puisse afficher votre page. La première, c'est le HTML. HTML, c'est Hypertext Markup Language, et c'est le code que vous voyez ici, là. Et donc, notre page, il est constituée d'un ensemble de... Notre page est constituée d'un ensemble de... Donc, ici, on verra ça, c'est balise, comment on peut écrire ce genre de page. Et puis, la mise en forme, ici, le fait que les choses apparaissent d'une manière et de la possibilité aussi de pouvoir modifier ces choses ici, je peux aller inspecter chacun des éléments que je vois ici et je peux aussi modifier la manière avec laquelle s'affiche cet élément. Donc, si je reviens ici, là, je peux désactiver ou activer certains effets. Donc ici, on ne voit pas très bien. Donc ici, si je vais inspecter au niveau de cette image ici, voilà. Donc ici, vous voyez ici que quand je modifie donc vous voyez que l'image a bougé. Et donc ici, c'est des outils ici qui vont nous permettre d'aller modifier de manière dynamique. Bien sûr, donc là, je ne suis pas en train de modifier la page sur le serveur de Google, de modifier la copie de la page que j'ai chargée sur mon browser. Et bien sûr, vous, quand vous allez développer, vous allez avoir toujours à travailler cette partie-là à gauche qui est le HTML, Hypertext Markup Language. Et puis la deuxième partie, celle qu'on est en train de voir ici, c'est ce qu'on appelle le CSS. C'est donc le CSS, c'est le Cascading Style Sheet. C'est ce qui permet de mettre en forme les pages web. Et puis, bien sûr, donc ici, il y a des choses qu'on peut faire au niveau des pages. Euh, Quand je clique sur ce bouton, par exemple, etc., donc il y a des choses, ce qu'on appelle l'interactivité. Alors, pour ajouter de l'interactivité au niveau des pages, eh bien, on va utiliser le JavaScript. Alors, JavaScript ici, pour voir le JavaScript au niveau de cet outil, on peut aller, par exemple, ici vers console et donc on peut exécuter du script ici, par exemple 23 plus 6, c'est égal à 29. On peut lui dire ici commande document.style. Donc j'écris juste pour vous montrer .display. Alors display égale none, none. Alors j'ai mal appelé mon truc .style, .display
Alors, c'est comme ça que ça s'écrit, display. Style.display. Il ne connaît pas. OK. Donc, document.body.style.displayName. Donc, vous voyez que j'ai masqué complètement la page. Je peux la remettre ici et je peux, par exemple, changer euh, l'opacité de la page. Et donc là, vous voyez que l'opacité de la page a changé. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, je suis à la fois en train d'utiliser la structure HTML que nous avons ici. Comme vous voyez, donc, quand nous allons revenir à HTML, on va voir que tout le HTML, c'est quelque chose, c'est un document, enfin, c'est une structure qui est hiérarchique et à laquelle on va pouvoir accéder avec du JavaScript. Et c'est ce que je fais ici. Donc ici, j'écris document.body et donc en réalité, j'accède à quoi? Document.body, j'accède à cette balise ici, là. Et le fait d'écrire ici .style, .opacity, là, c'est que je viens d'ajouter ici. Alors, c'est où? Voilà. Ça, ici. Vous voyez ici? Ça, c'est ce que j'ai ajouté par programmation. Vous voyez que la programmation ici, il est vraiment très visuel. Et donc, si vous comprenez le concept, donc je peux manuellement aussi enlever ça. Regardez ici l'opacité. Je fais ça et je fais entrer. Vous voyez que j'ai éliminé ce que j'avais ajouté ici. Et donc, je peux lui dire, par exemple, ici, point opacity. Il va me dire, oh, il n'y a pas d'opacity. Je peux remettre l'opacity, mettre ici 0.3, 0.2. Et vous voyez ici, donc là, et si je reviens ici, donc je vais retrouver ça dans Body. Et c'est exactement ce que je viens d'ajouter ici. Vous voyez? Donc, alors là, c'est le JavaScript. Donc, avec du JavaScript, vous allez pouvoir manipuler une page. Et qu'est-ce qu'on pourra manipuler, par exemple, dans une page? Et donc, bien sûr, je vais réactualiser pour recharger la page du serveur. Par exemple, quand l'utilisateur clique sur ce bouton, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, ça, c'est avec du JavaScript que vous allez faire ça. Et bien sûr, donc, on peut faire des choses par rapport à notre page ici, faire des modifications, interagir avec l'utilisateur. Et puis, donc, on peut aller très loin pour aller faire carrément des requêtes vers le serveur avec du JavaScript. Donc, il y a trois parties importantes. Je récapitule. Il y a HTML. C'est un langage qui va nous permettre de décrire quel est le contenu de notre page. Je veux une image, une zone de texte, un bouton, des boutons, du texte, un lien hypertexte, etc. Et puis, pour la mise en forme, pour que les choses apparaissent de manière agréable à l'utilisateur, et donc on va utiliser CSS, Cascading Style Sheets, et pour permettre l'interactivité, on va utiliser JavaScript. Et JavaScript, c'est le langage donc vraiment dominant. C'est l'un des langages les plus utilisés actuellement au niveau de la programmation. Donc JavaScript, ce sont les trois éléments fondamentaux qu'il faudrait tout d'abord apprendre pour pouvoir aller plus loin. Maintenant, quand vous aurez compris ça, là, on est resté uniquement au niveau du browser. Après ça, il va falloir qu'on comprenne que les pages qu'on est en train de voir, eh bien, ils ne vont pas être chez l'utilisateur. Ils sont sur un serveur distant. Et donc, pour accéder à ce serveur distant, il va falloir utiliser donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure, un protocole. Et donc, le protocole, c'est HTTP ou HTTPS. Mais c'est la même chose, HTTP, HTTPS. Sauf que quand vous utilisez S, c'est le browser qui va s'en occuper pour crypter. Mais derrière, le protocole, il est standard. Et donc, c'est le protocole qui va nous permettre de parler avec un serveur, donc protocole HTTP. Alors, bien sûr, donc, quand vous allez utiliser HTTP, eh bien, il faut comprendre qu'il y a une conversation, un dialogue qui va s'établir entre le browser et le serveur. Et quand vous êtes programmeur et vous voulez programmer ou créer des sites web, il est important, il est fondamental
de comprendre les b.a.-ba du protocole HTTP. C'est quelque chose que nous allons voir. Le protocole HTTP permet tout simplement de faire des requêtes. On appelle ça donc un client, un browser par exemple, faire une requête vers un serveur et le serveur va répondre, va envoyer une réponse au client. Et comprendre le protocole HTTP, c'est tout simplement comprendre comment écrire une requête vers le serveur. Et puis de l'autre côté, si vous êtes sur le serveur, comprendre comment écrire une réponse HTTP. Et nous, au niveau de notre cours, on va apprendre la programmation, ou donc on va dire les technologies web en général. Et donc il faut pouvoir se mettre à la fois du point de vue du client, c'est-à-dire le browser, et puis aussi, de l'autre côté, il faut pouvoir se mettre du point de vue du serveur. Donc si je suis client, je dois savoir écrire des requêtes pour les envoyer, et je dois savoir interpréter les réponses qui vont arriver. Si je suis le serveur, je dois savoir interpréter les requêtes qui viennent pour pouvoir répondre correctement et écrire les réponses qu'il faut pour le client. Et alors, la base de ces technologies qu'on est en train de voir ici jusque-là, HTML, CSS, JS et HTTP, et ce sont des technologies qui ont initié, surtout le HTTP et le HTML, ils ont été initiés par Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Et Tim Berners-Lee, c'est celui-ci là. C'est le patron du W3C. Donc, vous voyez, c'est un peu ses photos. C'est lui, c'est grâce à lui. Donc, Sir, vous voyez ici, Sir, il a eu le titre Sir de la reine Elisabeth, vu vraiment son influence très importante au niveau des technologies. Et donc, Tim Berners-Lee, c'est l'inventeur du web. Et c'est aussi le patron du W3C. Et le W3C, c'est le consortium de l'Internet, w3c.org. C'est là où on va mettre en place les standards du web. Et donc ici, les standards du web, alors il y a beaucoup de choses donc ici. Et donc ici, comment ça fonctionne? Ici, c'est un organisme ici à but non lucratif qui est bien sûr basé aux États-Unis, mais dont les branches sont un peu partout dans le monde. Et là, cet organisme, il s'occupe de mettre en place tous les standards relatifs au web. Et grâce à Tim Berners-Lee et bien sûr à sa vision de l'ouverture et de l'open source. Donc, il a pu réaliser donc, un travail formidable et c'est grâce à lui que l'Internet est ouvert aujourd'hui. Et donc, alors, le W3C, c'est là où on va trouver les standards. Les standards, quels standards? On va trouver les standards, on a dit, de ce qu'on a. Donc, on va trouver les standards HTML et on va trouver les standards, par exemple, de CSS et puis aussi de HTTP. Alors, pour JS, c'est une autre histoire. Alors, juste avant de finir, Tim Berners-Lee, j'avais dit que c'était l'inventeur du web, celui qui a inventé le web. Eh bien, c'est lui qui a inventé, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé le HTML, Hypertext Markup Language, très important. Et il a inventé le premier serveur web. Et donc, il a montré, surtout ça, c'est vraiment très important. Et bien sûr, après, puisqu'il était devenu à la tête du W3C, donc il est donc, à la tête de ceux qui ont donc aussi participé à la création, enfin l'invention, la création, on va dire, du standard de CSS. Mais donc, c'est lui qui a démontré donc, l'invention du web, ça se base sur ça, HTML, Hypertext Markup Language, et puis les serveurs web. Et bien sûr,
Les serveurs web, c'est quelque chose que nous allons voir après. Donc, quand on verra le protocole HTTP, on a dit que le protocole HTTP, ça permet aux clients web de se connecter au serveur web et de communiquer avec les serveurs web. Et bien sûr, après, ce qui va venir, c'est les web servers. Et donc, bien sûr, les web servers, donc il y en a plein. Donc, on va avoir toute une partie, enfin, une partie, pas beaucoup, mais au moins, savoir installer un serveur web et puis faire les configurations de base nécessaires pour le fonctionnement d'un serveur web. Ah voilà, donc alors ici, donc si on doit s'arrêter un peu sur les... Donc ici, jusque-là, cette partie ici, ça concerne directement le browser. Le browser utilise le protocole HTTP pour se connecter à des serveurs web. Et qu'est-ce qu'on va voir au niveau des serveurs web? Vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? Oui, Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de serveur web? Alors, comme son nom l'indique, c'est un serveur qui va servir des pages, tout simplement. Donc, ça peut être tout simplement représenté par une structure hiérarchique à partir d'un dossier donné qu'on peut appeler root, des choses comme ça. On va pouvoir mettre des pages, une structure de pages. Et à chaque fois que vous faites une requête au serveur, vous pouvez lui demander des fichiers qui se trouvent à l'intérieur de ce dossier root. Et donc, le chemin que vous mettez ici il peut correspondre exactement au chemin que vous allez avoir à partir de ce slash ici. Comme on verra plus tard que ce n'est pas quelque chose de... Donc, qu'on peut avoir des possibilités, plusieurs possibilités pour servir des pages. Mais l'essentiel, c'est que quand vous accédez à un serveur web, dans ce serveur, vous allez voir un serveur peut gérer un ou plusieurs sites. Et pour chaque site, vous allez avoir un répertoire, on appelle ça un répertoire de base, donc Docroot 1, Docroot 2, etc. Et en fonction du nom que vous mettez pour accéder à ce serveur, on avait vu tout à l'heure que ces noms ici, ces noms, ils correspondent à des adresses IP. Donc si je fais ça, vous voyez ici qu'il y a une autre adresse IP ici. Et c'était la même que j'avais mis tout à l'heure. Vous voyez ici, c'est la même. Ce nom ici que vous voyez là, ce nom, c'est chromium.googlesource.com. Et ici, j'ai mis, vous voyez ici, j'ai pingé sur j'ai pingé sur, alors j'ai pingé sur, donc je voulais pinguer sur google.com. Et donc ici, c'est une autre adresse IP. Mais ça peut être la même adresse IP, c'est-à-dire pour une adresse IP, qui identifie de manière unique un serveur quelque part dans le monde, vous pouvez pour la même adresse IP configurer plusieurs noms, associer plusieurs noms à la même adresse IP. Ça veut dire que plusieurs noms, par exemple bla.com, et puis vous pouvez avoir un autre nom toto.com, etc., qui peuvent correspondre à une même adresse. Et donc, ces noms, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre? Eh bien, ils vont vous permettre d'arriver à la porte du web server. Quand vous arrivez à la porte du web server, ou quand vous arrivez au web server, en fonction du nom que vous avez utilisé pour arriver jusqu'au web server, on peut vous rediriger vers un dossier donné. Et donc, on appelle ça le document, le répertoire de base du site. Et dans ce répertoire de base du site, vous allez trouver un ensemble de pages et de ressources, des images, etc. Eh bien, toutes ces ressources, vous allez pouvoir y accéder avec des URL. Si je prends par exemple ici, là, vous voyez par exemple, je suis dans une page. Je prends cette image ici, là, et je peux faire ici ouvrir le lien, pas le lien, ouvrir l'image, le lien, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc ici, quand je fais ça, vous voyez ici, ça c'est le chemin W3C, ça c'est le chemin qui mène vers cette image, d'accord, sur le serveur. Et donc, j'accède au serveur du W3C et j'accède à cette ressource qui n'est pas, c'est pas une page web,
c'est une image. Et bien sûr, ici, c'est une image de type SVG. Et puisque, donc ici, c'est un type particulier d'image. Donc, vous voyez que quand je l'agrandis, elle garde donc sa qualité sans problème. Et là, j'ai agrandi, vous voyez ici, 5 fois. Alors voilà, donc ici, HTTP, etc. Après ça, donc quand on aura vu un peu les web serveurs, après il va falloir quand même, on ne va pas faire des serveurs qui vont tout simplement nous distribuer statiques, hein, une page HTML, des images, etc. On voudrait bien que quand l'utilisateur fait une requête, accède par exemple à la page d'accueil, par exemple quand vous accédez à un site donné comme, je prends menara.ma, n'importe, alors ça ne doit pas exister, donc menara.ma, donc j'accède à ce site menara.ma, et qu'est-ce qu'on affiche ici? Eh bien, c'est toujours la même page ici, mais chaque jour, ça change. Et ça va changer comment? Le contenu qu'on voit ici, il va provenir d'une euh, base de données. Et donc, pour pouvoir faire ce genre de choses, il faudrait qu'au niveau du serveur web ici, quand quelqu'un essaye d'accéder à la racine, ce qu'on appelle la racine du site, c'est-à-dire ici slash, eh bien, on va faire ici, on va exécuter du code ici pour aller construire la page d'accueil. Cette page, elle est construite de manière dynamique en fonction du moment où vous faites une requête. Et ce que vous voyez, le contenu que vous voyez ici, quand l'utilisateur va l'ajouter, il ne va pas venir modifier la structure, le contenu de cette page directement. Tout simplement, il va écrire, on va ajouter ces articles dans une base de données. Et qu'est-ce que va faire cette page ici? Ça va être du code qui va s'exécuter. Il va aller faire des requêtes vers la base de données pour récupérer les nouvelles données, les 10 derniers articles, par exemple. Ici, je ne sais pas combien ils affichent. Un, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 articles. Les 7 derniers articles, les mettre en forme, donc créer dynamiquement donc la structure HTML et après, donc, envoyer ça au browser. Alors, les langages qu'on peut utiliser côté du serveur, il y en a plein. Par exemple, on peut utiliser le PHP et c'est le langage que nous allons voir. C'est soit, on va dire, plus de 70% des sites web dans le monde utilisent ce langage, PHP. Donc, pour nous, puisqu'on est en train de voir les technologies du web, eh bien, on va voir le PHP pour pouvoir voir comment on peut servir des pages de manière dynamique. Quand l'utilisateur nous demande d'accéder à la page d'accueil, eh bien, avant, ce n'est pas une page qui est statique, qui est déjà préconfigurée. C'est une page que je vais construire au moment de la requête. Et bien sûr, on verra plus tard qu'on ne va pas refaire cette opération comme ça tout bêtement à chaque fois, parce que dans cette opération, j'exécute du code. Et ce code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une requête vers une base de données et il va aller chercher les 10 derniers articles, par exemple, de la base de données. Si pour chaque requête d'un client, vous faites toutes ces opérations, vous êtes perdant sur toute la ligne. Quand est-ce qu'on va faire ces opérations? Eh bien, on va les faire une seule fois. Du moment que la base de données n'a pas changé, je l'ai fait et je vais créer une page et je vais la mettre dans ce qu'on appelle un cache. Et cette page, à chaque fois qu'un nouveau client fait une requête, je lui donne la page que j'ai générée dans le cache. Et si l'administrateur, le webmaster, ajoute un nouveau article, automatiquement, donc on va faire en sorte que l'ajout de cet article va automatiquement invalider le cache. Il va effacer le contenu du cache. Et de cette manière, ça va être donc pour des centaines, voire des milliers de requêtes. Je ne vais pas à chaque fois aller faire des requêtes à la base de données. Je ne vais faire des requêtes à la base de données que quand les données de la base de données ont changé. Et donc, bien sûr, quand ils changent, je vais changer les pages qui correspondent, qui sont associées aux données qui ont été changées au niveau de la base de données. Alors, bien sûr, donc, je dis PHP,
Et donc, forcément, ici, le base de données, donc on va voir, par exemple, MySQL et les bases de données donc, relationnelles, ils sont les plus utilisés. Alors, MySQL, MariaDB, donc on verra. Et bien sûr, ici, donc, pour les serveurs, je n'ai pas dit les noms des serveurs. Donc, on verra les serveurs ici. L'un des serveurs les plus populaires dans le monde, c'est Apache. Et Apache, c'est un peu le descendant de celui qui a été créé par Tim Berners-Lee. Et c'est un programme open source. Euh, Aussi, on verra les statistiques quand on arrivera sur cette partie. La même chose, PHP. PHP, c'est un langage qui est libre, euh, open source, et comme je vous ai dit, il est utilisé, la plupart des sites dynamiques utilisent PHP. Donc, on a dit la plupart, c'est plus de 70% des sites utilisent ça. Et puis, pour les bases de données relationnelles, donc MySQL. Et donc, euh, MySQL ou MariaDB. MariaDB. Alors, MySQL, c'est aussi open source, mais il a été acheté par Oracle. Et vous savez, Oracle, donc, ils ont les SGBD relationnels Oracle, qui sont très connus mondialement, mais qui sont propriétaires. Oracle, c'est propriétaire. Alors, la question, pourquoi Oracle a acheté MySQL? Donc, il a acheté MySQL, bien sûr, avec un contrat que MySQL doit rester open source. Et quand ils ont acheté MySQL, eh bien, ils l'ont gardé open source et on utilise toujours MySQL. Mais ils ont ajouté une nouvelle couche autour de MySQL et Oracle appelle ça, ils appellent ça donc couche, je sais pas, entreprise. Donc une version entreprise. C'est-à-dire vous allez avoir un ensemble d'outils, etc., qui vont vous permettre d'utiliser le SGBD MySQL, le système de base de données MySQL. Mais donc si vous voulez avoir ces outils, ben, il faut payer. Et ça, c'est pas bien. Alors, celui qui a inventé MySQL, le nom MySQL, le nom ici, vous avez My. My, c'est le nom de la fille. Je me rappelle plus du nom de celui, je retiens pas, celui qui a inventé MySQL, qui est le père de ce SGBD open source. Et donc, il a une fille, et donc il a appelé ça avec le nom de sa fille qui s'appelle My. Et quand il a vendu donc MySQL à Oracle, et il a vu un peu l'évolution de Oracle, ce qu'a fait Oracle, eh bien, il a décidé de créer, de faire ce qu'on appelle un fork, de reprendre MySQL, parce que c'est open source. Et il a créé une nouvelle SGBD qui s'appelle MariaDB, qui est complètement compatible avec MySQL. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Eh bien, il va ajouter toute la couche que Oracle a ajoutée autour de MySQL. Eh bien, lui, il va essayer de l'ajouter de manière gratuite. Et bien sûr, ici encore une fois, Maria, entre-temps, il avait une fille qui s'appelait Mai, il appelait son SGB de MySQL. Et entre-temps, il a eu une deuxième fille qui s'appelait Maria. Et donc, le deuxième nom qu'il a donné au SGBD, c'est MariaDB. Mais malheureusement, à chaque fois, j'ai honte de ne pas retenir le nom de ce monsieur parce que c'est quelqu'un qui aussi, au même titre que Tim Berners-Lee, c'est des gens qui ont vraiment contribué à l'ouverture du web. Alors, récapitulons. Donc, notre cours, ça va concerner, donc, dans une première partie, donc, le HTML, CSS, JavaScript. C'est ce qu'on appelle la programmation côté client. Et donc, ça va concerner surtout le browser. Après, le browser pour communiquer avec les serveurs. Et donc, il va utiliser le protocole HTTP, c'est quelque chose que nous allons voir. Et de l'autre côté, il va falloir qu'on installe bien sûr des serveurs web pour pouvoir interagir avec notre serveur web et pour utiliser le protocole HTTP et donc et puis quelques configurations de base des serveurs web. Après ça, il va passer à la programmation côté serveur. Et au niveau de la programmation côté serveur, on va utiliser donc le binôme ou le trinôme, on va dire, donc ici Apache, PHP, MySQL.
Et donc, on aura vu ici comment installer Apache. Et donc, on va utiliser PHP pour écrire des programmes dynamiques et accéder aussi, donc bien sûr, quand on écrit des programmes dynamiques, en général, on a besoin des bases de données et surtout relationnelles comme MySQL ou MariaDB. Alors, quand on dit MariaDB ou MySQL, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi donc, mon introduction. Je vais alors, je suis où? Donc, je vais juste stopper un moment l'enregistrement.